Bienvenue sur Angle de Vue. Les Ivoiriens sont sortis voter ce dimanche pour le référendum sur une nouvelle constitution, promesse de campagne du président Alassane Dramane Ouattara. Des incidents ont été signalés dans des bureaux de vote à travers le pays, mais les autorités assurent toutefois que le processus s'est bien déroulé. Dans l'ensemble, c'est déjà la bataille des chiffres. L'opposition qui a appelé au boycott par les électeurs avance des chiffres qu'il est pour l'heure impossible de vérifier. Côte d'Ivoire, référendum sur la Constitution. Quel bilan peut-on tirer? Premier débat du jour sur Angle de Vue. Ensuite, la République centrafricaine a accueilli ce dimanche Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, était à Bangui pour acter la fin de l'opération Sangaris. Et pourtant, la violence persiste malgré la restauration de l'État à travers l'élection de Faustin Archange Touadéra. Cette mission aura donc échoué à neutraliser les bandes armées qui terrorisent la population. De nouveaux heurts ont en effet éclaté ce dimanche entre deux groupes rivaux d'autodéfense. Les sources sécuritaires font état d'au moins 4 morts. République centrafricaine, intensification des violences, fin de l'opération Sangaris, une mission inachevée. La question sera posée à nos débatteurs. Second débat du jour sur votre émission qui passe au crible, l'actualité sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue. Voici pour vous le flash, le point de l'actualité sur le continent. En République centrafricaine, de nouveaux heurts ont éclaté ce dimanche entre deux groupes rivaux d'autodéfense à Bangui. Selon un témoin, deux groupes de jeunes qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le contrôle du secteur nord et sud se sont violemment affrontés et il y a eu des morts. Des sources proches du théâtre des opérations ont indiqué qu'après plus d'une heure d'affrontement entre les deux groupes, le calme est revenu en début de soirée. La mort tragique d'un vendeur de poissons a suscité une vague d'indignation et de manifestations au Maroc où les autorités ont affiché leur volonté de punir les responsables de ce drame. Moussine Fikri est décédé happé par une benne à ordures alors qu'il tentait apparemment de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise par des agents de la ville. L'Égypte a rendu hommage dimanche soir aux 224 victimes du crash il y a un an d'un avion russe dans le Sinaï, revendiqué par le groupe État islamique. Une première cérémonie a eu lieu dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, point de départ de l'avion, en présence du ministre égyptien de l'aviation civile, du gouverneur de la province du Sinaï du Sud et de l'ambassadeur de Russie. Côte d'Ivoire, référendum sur la Constitution. Quel bilan peut-on tirer? Premier débat du jour que nous installons juste après ceci. Sur le plateau de Angle de Vue pour en parler, Aimé Tiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Face à vous, Didénou Steve Poton, juriste internationaliste. Steve Poton, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Alors, 6,3 millions précisément d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour ce vote. Aimé Tiefa, vous avez suivi le déroulement de la campagne. Quel bilan vous en faites? Merci. Je voudrais dire d'abord que c'est un défi, un énorme, un gros défi pour la Côte d'Ivoire d'élaborer et de faire adopter une nouvelle constitution. Au regard de ce que la constitution de 2000 recelait en son sein le concept d'ivoirité qui a fait basculer la Côte d'Ivoire et je dirais même une partie de l'Afrique de l'Ouest, et que donc, au regard de ce défi-là, la Côte d'Ivoire devrait adopter une nouvelle constitution. Alors, au total, lorsque j'observe tout ce qui s'est passé, c'est vrai, la campagne a duré à peine une semaine, c'est vrai qu'il y a, je dirais, beaucoup de dissensions, beaucoup d'opposition, beaucoup de rivalité même, et que de grands politologues comme Jean Labro ont appelé, d'accord, à ne pas voter pour cette constitution, et que Charles Blé Goudé, depuis sa cellule de la Cour internationale de justice de La Haye, a demandé à ses compères et à ceux qui croient encore en lui de boycotter simplement cette constitution. Je dis que nous sommes sur un terrain de dissension et que qui parle de politique parle de dissension. Il faut attendre d'ici jeudi parce que la CEI a dit d'ici jeudi les résultats seront communiqués et on saura si
c'est le oui vert ou le non rouge qui l'emporte. Alors, Steve Poton, vous avez également suivi cette campagne-là pour le compte du référendum sur la nouvelle constitution. Quel est votre bilan? Alors, pour faire le bilan, il faut voir d'abord les enjeux de l'élection. Ce n'est que par rapport à ces enjeux qu'on peut faire le bilan. Et comme enjeu, on a d'abord le taux de participation. Après, on a que le scrutin se déroule dans le calme et dans la tranquillité pour les Ivoiriens. Et enfin, maintenant, on aura la transparence du processus. Et donc, si on peut regarder ces trois éléments, je dirais que le bilan est plus ou moins positif pour la Côte d'Ivoire et nous sommes contents pour ce peuple qui a été meurtri par le passé. Mais contrairement à M. Chifa, je ne dirais pas que l'élaboration d'une nouvelle constitution est un défi pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est un défi pour la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation nationale, c'est non seulement de ramener la sérénité au sein des Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, et surtout le développement économique et une bonne redistribution des richesses à travers une croissance économique inclusive. Et donc, ce sont là les défis pour la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas une constitution qui donne tous ces éléments que nous venons de citer. Non. Ce sont les politiques publiques et vous pouvez avoir une très bonne constitution et que sur le terrain, vous n'aurez pas les résultats. En tout cas, par rapport à la réconciliation nationale, je ne vois pas en quoi. Surtout que on peut constater que le référendum constitutionnel vient mettre en mal le processus de réconciliation nationale. En quoi? En ce sens que, évidemment, comme l'a dit M. Chifa, que la politique est dissension, mais une dissension sur des plaies n'est pas opportun. Et on voit des partis qui étaient partis dans un processus de réconciliation nationale, dans un processus de dialogue national, se déchirer sur cette affaire de référendum constitutionnel. On a vu des personnalités politiques arrêtées, la façon dont ils ont été arrêtés, les personnalités qui exprimaient leur opposition à ce référendum constitutionnel. C'était lors d'une manifestation interdite. Mais c'est le constat. Je n'apprécie pas la légalité de leur arrestation ou pas, ni la légitimité de leur arrestation. Ce que je constate simplement, que les acteurs politiques qui étaient engagés précédemment dans un processus de réconciliation, tant que ce processus de réconciliation n'est pas abouti, ces acteurs politiques se déchirent encore de nouveau sur une question de référendum constitutionnel. Et qui parle de constitution, en dehors de ce que dans la constitution, nous avons quand même, c'est très important pour un pays, la constitution. Mais la Constitution, le premier problème que ça règle, c'est le partage du pouvoir. Et ça concerne l'élite politique. Et donc, ça ne concerne pas, en tout cas, je ne vois en quoi le référendum constitutionnel va régler le problème quotidien des Ivoiriens. C'est ce que je pense. Voilà. Oui, non, comprenons-nous bien. La Constitution n'a pas pour vocation de régler les défis socio-économiques. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, et puis d'ailleurs, il peut être établi le lien entre défis économiques et adoption d'une constitution. En nous référant spécifiquement au cas de la Côte d'Ivoire, pays, je dirais, l'une des puissances d'Afrique, qui est restée en paix jusqu'en décembre 1999, et que par l'entremise du coup d'État de décembre 1999, que ce pays adopte une constitution qui est sa deuxième constitution, celle de 2000, avec un fort taux de 85% pour le oui et ensuite 56,7% comme taux de participation, et que le contenu de cette constitution, en réalité, tout tourne autour du concept d'ivoirité qui a brûlé ce pays pendant 10 ans, qui est à l'origine de tout ce que nous avons observé comme dissension, qui a arraché plus de 10 000 vies humaines, beaucoup de déplacés, avoir une constitution consensuelle, avoir une constitution qui n'est pas taillée sur mesure,
une constitution qui ouvre le champ pour la participation à la vie politique nationale, c'est un défi. Et tant que ce défi-là n'est pas relevé, les défis économiques et consorts ne seront pas relevés. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, sortant juste d'une situation de guerre interne ou de dissension, a pu faire, disons, une croissance économique de 8,5%. C'est vrai. Mais quand vous prenez l'héritage du président Ouattara aujourd'hui, qui a son second et dernier mandat, si le terrain n'est pas balisé pour la paix, pour l'ouverture, écoutez, comment vous pouvez comprendre qu'on vous dit dans un pays que pour être président de la République, il faut être ivoirien de père et de mère? Vous avez jamais entendu ça quelque part? Donc, ici, de père et de mère ivoirien d'origine. De père et de mère ivoirien d'origine. Parce que, pour eux, il faut littéralement balayer tous ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso voisin et des autres pays. Or, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays africains bâtis sur une force de cohésion des autres pays. Et jusqu'à un passé récent, en Côte d'Ivoire, quand vous parlez français, on ne s'intéressait pas à vos origines. D'où vous venez, ça n'intéressait personne. Voilà par exemple un pays au sein duquel l'enseignement était tenu par les Béninois, l'agriculture était tenue par les Ivoiriens, le commerce par les Maliens, et c'est tout cela qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Alors à partir de ce moment, cherchez à savoir qui est ivoirien, qui ne l'est pas, qui est d'origine vraiment ivoirienne, purement ivoirienne. C'est ça qui nous a conduit aux différentes dissensions, aux différents conflits que nous avons connus. Et à partir de ce moment, il faut revoir cette constitution pour qu'elle soit une constitution normale, pour qu'elle soit une constitution ouverte, qu'elle soit une constitution juste, pendant que le monde entier est en train de parler de mondialisation, d'ouverture, de brassage culturel. Ce serait un anachronisme et une aberration que de chercher au sein de l'Afrique de l'Ouest, notamment, qui est ivoirien et qui ne l'est pas. Je le dis et je l'affirme, c'est un gros défi, un défi très fort qui détermine de la stabilité et de la paix en Côte d'Ivoire. Le processus de vérité, de justice et de réconciliation ne pourrait trouver d'issue favorable qu'à l'aune de la Constitution que le peuple ivoirien se serait adopté dans la paix, la concorde et l'unité nationale. Tchefa, merci. Le vote s'est déroulé plutôt bien malgré des incidents notables. Suivons le déroulement du scrutin et la sérénité dans le camp du président Alassane Dramane Ouattara. Jour J pour l'issue du projet de révision de constitution en Côte d'Ivoire. Entre appel au boycott de l'opposition et l'invite du président en exercice, le peuple ivoirien était cette journée aux urnes. Passera-t-il pas? Le projet de révision de la Constitution a été soumis le 5 octobre dernier par le président ivoirien à l'Assemblée nationale. Citoyens comme autorités se sont rendus dans les bureaux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs. C'est très important. Je pense que tout le monde devait faire comme nous, venir voter par rapport à la nouvelle Constitution, puis chercher à connaître ce qu'il y a dedans. Peut-être que c'est à cause de ça que les gens ne sont pas encore sortis. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, effectivement, dans la nouvelle Constitution. Sinon, je pense qu'ils doivent venir voter. Un fort taux de participation contribue puissamment au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donc le taux de participation peut être notre allié. Il sera notre allié. Je considère que ce devoir citoyen doit être exercé par chacun de nous. C'est une opportunité, mais c'est un devoir. Et tourner la page de la crise née de la Constitution de 2000 est quelque chose d'essentiel pour le futur de notre nation. Des incidents ont été enregistrés dans plusieurs bureaux de vote. Des groupes de jeunes ont perturbé le processus du scrutin. On note du matériel électoral saccagé dans plusieurs villes, dont Yopougon, un quartier populaire de l'ouest d'Abidjan. Cette nouvelle constitution prévoit la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président. Il est nocif pourtant votre réaction. Oui, d'abord avant de réagir par rapport à l'élément, est-ce qu'on peut réagir aussi par rapport à l'élément, parce que l'élément suffit de lui-même. Mais je voudrais réagir par rapport au propos de M. Tchefa. Pour lui dire quoi? Simplement que
en tant qu'observateur, bon, scientifiques que nous sommes, nous pouvons avoir comme élément d'analyse scientifique les situations dans certains pays. Mais attention, nous ne saurions à nous apprécier le caractère juste de la constitution de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à nous de dire que la Côte d'Ivoire doit se doter d'une constitution ouverte. C'est aux Ivoiriens de répondre à cette question-là. Et nous devons être fermes là-dessus parce qu'il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas une constitution pour deux peuples. Il y a une constitution pour un peuple. Ce que je voudrais dire, la question de l'ivoirité a été une manipulation grotesque. Ça, c'est mon opinion, grotesque. Puisque quoi? Mais c'est grâce à la constitution de 2000 que Alassane Dramane Ouattara a été candidat, il a été élu. C'est grâce à la constitution de 2000. C'est grâce à la constitution de 2000. Pourquoi? C'est grâce à la constitution de 2000 qu'il a été réélu président. Puisque c'est la constitution de 2000 qui régit l'organisation du pouvoir politique dans le pays jusqu'à l'adoption imminente de cette nouvelle constitution. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? En 2000, quand Robert Gueye a lancé le référendum constitutionnel, le RDR d'Alassane Dramane Ouattara a demandé à ce qu'on vote, à ce que les gens votent oui pour cette constitution-là. Et donc, c'est le débat d'ivoirité de qui est né, ça, c'est un problème, c'est une question que les Ivoiriens doivent se régler entre eux-mêmes. Nous avons un pays comme les États-Unis, par exemple, où il est dit que même pour être candidat aux États-Unis, il faut être né sous le sol américain. Donc, si vous êtes américain même, et que, par malheur, vous êtes né à l'étranger, vous ne pouvez même pas postuler au poste du président de la République. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Donc, que chaque peuple règle les questions de sa constitution. Pour vous, le concept d'ivoirité, ce n'est pas un concept suffisamment grave pour qu'une nouvelle constitution soit votée par les Ivoiriens aujourd'hui? Je n'ai jamais dit que je dis. Ce n'est pas à nous d'apprécier l'ouverture, de dire, par exemple, comme le dit M. Tchifa, qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire se dote d'une constitution juste, d'une constitution ouverte. Mais au vu des violences... Vous voulez dire non. Au vu de la guerre... Non, moi j'ai une préoccupation. Vous voulez dire que les personnalités s'il vous plaît, oui. Au vu de la guerre que la Côte d'Ivoire a subie une dizaine d'années durant, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est utile pour le peuple ivoirien de décider s'il faut partir sur les bases d'une nouvelle constitution ou non? Il faut partir sur les bases d'une nouvelle constitution. Non, mais avant de dire ça, il faut d'abord diagnostiquer de façon, je ne sais pas comment dire, de façon certaine que la crise est partie de la Constitution. Et quel est votre diagnostic là-dessus? Le diagnostic, pour moi, la crise n'est pas partie de la Constitution. Elle est partie d'où alors la crise? La crise est partie de ce que nous pouvons appeler des ambitions. La crise est partie des ambitions. Point. La crise est partie des ambitions. Point. C'est mon opinion. La crise n'est pas partie de la Constitution. Et je voudrais préciser à M. Tchifa que nous ne pouvons pas dire que les personnalités comme Pascal Affi-N'Guessan ne sont pas suffisamment informés, instruits en histoire sur leur pays pour savoir ce qui est bon pour leur pays. Nous ne pouvons pas dire que M. Mamadou Koulibaly n'est pas suffisamment instruit, n'a pas suffisamment de background politique pour savoir ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas le dire. Donc, laissons aux Ivoiriens le débat de l'ouverture ou pas de leur constitution, le débat du caractère juste ou pas de leur constitution. Ce que nous pouvons constater, c'est pourquoi je dis ce que nous pouvons souhaiter à la Côte d'Ivoire en tant qu'observateur, en tant que pays, en tant que citoyen de la CEDEAO, citoyen africain, c'est que la Côte d'Ivoire ne rebascule pas dans la guerre civile comme elle en a connu par le passé. Et je pense là-dessus, nous pouvons être d'accord. Mais sur ce qui est du contenu de la Constitution, je pense que c'est un débat ivoiro-ivoirien. Et ce débat, laissons les Ivoiriens le faire. Et le vote, les résultats du vote vont sortir. On va apprécier le taux de participation et on va apprécier le oui au pourcentage donné. Et puis, c'est ça aussi la démocratie. M. Tchifa, l'opposition a appelé au boycott du scrutin, on le sait.
Que reproche l'opposition à ce projet de constitution? Oui, rapidement, avant de dire ce que reproche l'opposition, puisque je n'ai pas l'intention de m'éterniser sur cet aspect, et il faut que le débat évolue. Je rappelle au passage que le président Alassane Ouattara a été ou a eu la possibilité d'être candidat suite à un décret. Si quelqu'un vous dit le contraire et ne connaît pas la Côte d'Ivoire, j'en suis spécialiste. Et au-delà, la Constitution de 2000 n'a jamais été utilisée. Elle a été adoptée, mais elle n'a jamais été réellement et véritablement utilisée. Elle a été suspendue 3 fois. Et les accords de Marcoussis ont été utilisés, si vous voulez même, dans la pratique juridique, beaucoup plus que la Constitution de 2000. Et c'est cette Constitution, en réalité, qui est le piège par rapport au déroulement même de la vie sociopolitique et même économique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est juste une parenthèse pour en arriver à la question que vous me posez. En fait, les opposants, je trouve que c'est normal que lorsqu'il s'agit de l'élaboration et de l'adoption d'une constitution, qu'il y a beaucoup de débats, qu'il y a beaucoup de discussions. C'est cela qui prouve qu'il s'agit d'une dynamique politique et que les acteurs sont intéressés par cette constitution qui régit la totalité, l'entièreté de la vie de leur peuple. Donc, de ce point de vue, je trouve que c'est normal qu'il y ait beaucoup de discussions, beaucoup de disparités ou même d'opposition de vues et de points de vue. L'opposition ivoirienne, à travers 23 partis politiques, reproche globalement 3 choses à la Constitution. Premièrement, le processus qui a conduit jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui, jusqu'à ce que les Ivoiriens soient aujourd'hui aux élections. Ils disent que la Constitution, c'est-à-dire le projet soumis à référendum aujourd'hui, a été élaboré en catimini et que l'opposition et la société civile n'ont pas été suffisamment consultés ou associés. Deuxième reproche, ils estiment que l'appareil d'État tel que proposé est suffisamment lourd, alourdi à travers la création d'un Sénat où la majorité des sénateurs serait nommée par le président de la République. Et qu'ensuite, troisième reproche, que le chef de l'État, dans le nouveau projet soumis à référendum, a le pouvoir de nommer son vice-président et que donc, par ce processus, que le président Ouattara aura balisé le terrain pour choisir par lui-même son successeur. Mais donc, selon le test, le vice-président est également candidat à l'élection. Donc c'est une liste avec un président et un vice-président qui battent campagne pour être élus. Donc ce n'est pas le président qui se fait élire et qui nomme un vice-président après. Oui, c'est la lecture de l'opposition. De vieux barons du FPI comme Afin Guessan sont des gens très futés à faire de l'analyse politique dans ce pays. Eux, ils estiment que par ce processus, le président Ouattara pourrait désigner en toute paix son successeur. C'est ce qu'ils pensent. Et ils pensent qu'il n'y a pas question de faire les choses de cette façon, de laisser tomber toute autre institution pouvant alourdir l'appareil d'État et de penser plutôt à ce qu'il faut faire dans les limites de leurs possibilités, au regard également de leurs moyens économiques et financiers pour avoir une constitution simple, légère, mais efficace, comme la plupart des pays africains. Donc voilà, en un mot, les failles ou les déficiences décelées dans cette constitution par l'opposition regroupée en 23 partis politiques. Nous allons parler des incidents qui ont été signalés dans de nombreux bureaux de vote. Des agents ont été attaqués alors même qu'ils faisaient leur travail. Nous allons suivre quelques propos ainsi que la réaction de l'opposition, notamment celle de Pascal Afin Guessan. Il est le président du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il s'est trouvé qu'il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient regroupés sur la route, là. Ils ont barré la voie. Ils sont en train de commencer à tout taper, ils ont commencé à lancer des pierres. Et nous ont dit d'arrêter de travailler. Ils sont venus dans le bureau, ils ont tout cassé, ils ont tout versé. Ils ont complètement cassé le matériel des autres salles. Ah oui, on a eu peur. On a eu peur, puis on est sorti de la cour de l'école. Je ne peux pas dire que c'est démocratique. Parce que si tu ne veux pas voter, tu restes à la maison.
ou bien tu viens déposer le bulletin rouge pour dire que tu n'es pas d'accord. C'est tout. Bon, c'est une manière d'intimider les gens, mais nous, on n'a pas peur. Les chiffres en notre possession indiquent que le taux global de participation à cette élection se situe entre 6 et 7% sur l'ensemble du territoire national. Pour nous, c'est un succès éclatant du mot d'ordre de boycott que nous avons lancé. Pour nous, c'est un désaveu cinglant que les Ivoiriens viennent d'infliger à M. Alassane Ouattara. Il y a donc deux options qui s'offrent à M. Alassane Ouattara. Soit le retrait pur et simple du test désavoué par les Ivoiriens, soit la démission, parce qu'il est l'objet d'un désaveu cinglant de la part de nos compatriotes. Steve Coton, votre réaction par rapport déjà aux incidents qui ont été signalés? Non, je pense, comme l'a dit un interviewé, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, vous venez, vous déposez, vous votez non ou bien vous faites bulletin nul. C'est aussi une manière d'exprimer son suffrage. Sinon, nous devons bannir la violence du processus électoral en Afrique. Nous devons bannir la violence du processus électoral en Afrique. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est pourquoi, quand j'ai commencé, j'ai dit le bilan ne peut qu'être fait par rapport aux enjeux. L'un des enjeux de cette élection, c'était de voir si tout va se passer dans le calme et dans la tranquillité. Et je pense que globalement, en dehors de ces incidents qu'on a notés, je pense que pour le moment, c'est déjà heureux qu'on ne dénomme pas de perte des vies humaines. C'est déjà heureux à ce niveau et qu'on n'a pas l'information de ce que des personnes seraient hospitalisées ou bien seraient admises en urgence aux soins simplement liées aux violences de ces élections. Donc je pense pas, c'est déjà un point possible. Mais je vais toujours revenir sur... on va évoluer. Oui, on va évoluer. Votre avis sur la réaction de Pascal Affi-N'Guesson? C'est la réaction ils ont lancé le mot de boycott et bon, il estime que ça a été respecté. On attend d'avoir les chiffres officiels de la CENI et du ministère de l'Intérieur pour pouvoir apprécier le taux de participation. Bon, maintenant, ça va être difficile. Souvent, dans ces cas, on sait ce qui se passe. C'est-à-dire, l'opposition qui a lancé le boycott dit que ça a été un échec et sûrement que le ministère de l'Intérieur et la CEI vont nous dire que les Ivoiriens sont sortis dans le calme et dans la transparence. Donc on verra bien, on va apprécier quand il y aura les chiffres officiels de participation. Et puisque nous avons observé aussi, on pourrait apprécier. Et aussi, on attend aussi les observateurs. Je suis sûr que l'Union africaine a envoyé, la CEDEAO ont envoyé des observateurs. Et peut-être les observateurs aussi dans les heures à venir vont se prononcer. Et nous pouvons tous être situés par rapport à ce qui s'est passé dans ce processus électoral. Alors, au sein de l'opposition, le pourcentage évolue de 3 à 7, 3 à 5 pour le Front du refus et 6 à 7 pour le FPI de Pascal Affi-N'Guesson. Affi-N'Guesson qui appelle notamment le président à soit retirer son projet, soit démissionner. Oui, le président du FPI, M. Pascal Affi-N'Guesson, est en phase avec lui-même. Donc juste là, il est dans sa logique. Maintenant, il faut voir cette logique du point de vue des enjeux. Est-ce qu'elle est valide? D'abord, moi, je me pose la question de savoir comment eux, ils ont réussi à obtenir les chiffres. La Côte d'Ivoire, c'est 623 288 000 km² et c'est environ 16 millions et demi d'habitants. Alors, comment ils ont réussi à obtenir les chiffres en si peu de temps et sur toute l'étendue du territoire national? C'est juste pour dire que ces chiffres, de mon point de vue, ne seraient pas fiables. La seule institution habilitée à rendre des chiffres fiables, c'est la CEI. Mais il faut dire que lorsqu'une opposition est responsable par rapport à un processus, surtout lié à l'adoption d'une nouvelle constitution et qui, de surcroît, fera déboucher sur une nouvelle république, la troisième en Côte d'Ivoire, il est préférable de battre campagne pour le non plutôt que pour le boycott. Vous venez, vous exprimez votre position en votant le rouge qui est le non et de faire en sorte que massivement le rouge l'emporte sur le vert. Toute autre option, en dehors de celle-là,
ne prospérerait pas, puisque plusieurs exemples ont été connus. C'est un cas, c'est un cas qui a été vécu dans plusieurs pays africains et même occidentaux. Et on sait que la récupération du processus, son implication, l'implication des opposants à outrance, leur permettrait plutôt de mieux faire entendre leur voix, plutôt que de boycotter. Voilà, messieurs, l'opposition et certains observateurs estiment qu'il faut que le pouvoir actuel obtienne au moins le même score que la Constitution de 2000 pour que ce nouveau test soit légitimé. Ce sera déjà tout pour le premier débat sur Angle de vue. Place au retrait des forces sangaristes de la République centrafricaine, juste après un autre point de l'actualité à travers le flash. En République centrafricaine, de nouveaux heurts ont éclaté ce dimanche entre deux groupes rivaux d'autodéfense à Bangui. Selon un témoin, deux groupes de jeunes qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le contrôle du secteur nord et sud se sont violemment affrontés et il y a eu des morts. Des sources proches du théâtre des opérations ont indiqué qu'après plus d'une heure d'affrontement entre les deux groupes, le calme est revenu en début de soirée. La mort tragique de vendeurs de poissons a suscité une vague d'indignation et de manifestations au Maroc où les autorités ont affiché leur volonté de punir les responsables de ce drame. Moussine Fekri est décédé happé par une benne à ordures alors qu'il tentait apparemment de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise par des agents de la ville. L'Égypte a rendu hommage dimanche soir aux 224 victimes du crash il y a un an d'un avion russe dans le Sinaï, revendiqué par le groupe État islamique. Une première cérémonie a eu lieu dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, point de départ de l'avion, en présence du ministre égyptien de l'aviation civile, du gouverneur de la province du Sinaï du Sud et de l'ambassadeur de Russie. République centrafricaine, intensification des violences, fin de l'opération Sangaris, une mission inachevée. Le débat revient juste après l'intermède. Un débat qui se poursuit avec vous, messieurs. Metiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Didez-nous, Steve Poton, juriste internationaliste. Alors, si Paris se veut rassurant, je dis, la France ne laisse pas tomber la Centrafrique. Ce sont les propos du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Mais, messieurs, sur le terrain, c'est bien l'impression que ça donne, Steve Poton. Non, ça ne donne pas l'impression. Il faut, je pense que par rapport au retrait ou bien au désengagement de la France, désengagement de l'opération Sangaris, il faut resituer les faits. En fait, la France est allée en Centrafrique sous le mandat des Nations Unies, une résolution des Nations Unies intervenue en décembre 2013 et qui a décidé de la mission de la MINUSCA, la mission internationale des Nations Unies en Centrafrique. Et il y a eu aussi l'Union européenne qui a envoyé une mission de formation des forces de sécurité de la République centrafricaine. Et donc ce n'est qu'après ça que la France a décidé d'appuyer, dans ce contexte-là, un apport logistique, un apport en matière de forces spéciales à l'opération. Et la force Sangaris est constituée de 350 hommes, qui sont des forces d'élite pour appuyer l'opération et pour, en quelque sorte, être, le cerveau, entre guillemets, de l'opération. Et donc, le processus électoral ayant terminé, la MINUSCA est toujours en place et la mission de formation de l'Union européenne est toujours en place, mais doivent accompagner désormais les forces de sécurité de la République centrafricaine. Et donc, c'est par rapport à ça que la France a décidé de se désengager de l'opération Sangaris. Et ils ont dit que nous allons installer au Cameroun, notamment en Douala, une force d'intervention à court préavis, Donc, quand on leur dit en 2 semaines, venez intervenir, nous pouvons revenir. Maintenant, le problème que ça pose, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas encore une garantie pour la paix civile, il n'y a pas encore le processus de réconciliation nationale qui est visible et lisible, et il n'y a pas encore un désarmement des mouvements ou bien des soldats, des
des groupements armés qui sévissent dans le pays. Est-ce que cela relève de la responsabilité de l'opération Sangaris? Là, c'est un autre débat qu'on peut faire. Mais Tchefa, la France a mis en avant la présence depuis les 10 000 casques bleus de la MINUSCA, mais aujourd'hui, on sait que la MINUSCA est extrêmement décriée, désavouée par la population centrafricaine et les organisations de la société civile. Il y a même eu récemment des échauffourées entre la MINUSCA et des membres de la société civile. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, on se demande est-ce que la France n'est pas quand même en train d'abandonner un peu la Centrafrique à son sort au vu des récentes évolutions. Même ce dimanche, il y a eu rixe entre deux groupes d'autodéfense. Ça veut dire que ces groupes sont encore extrêmement militarisés dans le pays. Et bien, la population, elle n'est pas en sécurité. La France a fait ce qu'elle a pu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut qu'on aille voir. L'opération Sangaris, dépêchée en décembre 2013, au début, faisait 2500 hommes. Alors, ce qu'ils ont reçu comme mandat, c'est de faire en sorte que les deux factions rebelles et milices, les Seleka et anti-Balaka, ne puissent pas déployer leur stratégie de violence. Donc, les neutraliser, maintenir la paix et faire en sorte que ces derniers soient désarmés. Alors, le 30 mars 2016, lors de l'investiture du président Akash Touadéra, le ministre de la Défense, Jean-Yves Drignan, a encore eu l'opportunité de préciser que d'ici fin octobre ou décembre 2016, qu'ils vont se retirer. C'est un retrait et non un désengagement. C'est un retrait. Et quand vous observez bien, vous verrez que le rôle qu'ils ont joué a été un rôle de premier plan, un rôle très important dans la paix dans ce pays-là. Figurez-vous, l'intervention de la base, puisque Sangaris, c'est 3 bases en République centrafricaine. Alors, à la base militaire de Sibout, en octobre 2015, c'est grâce à leur intervention que la capitale Bangui n'a pas été prise, parce que Sibout, si vous voulez, c'est une localité très stratégique, localité par laquelle il faut prendre pour atteindre Bangui, la capitale, pour aller au nord et pour aller à l'est. Donc, la stratégie a été bien réfléchie et bien pensée de les faire camper à ce niveau-là. Et en ce moment, à Sibout, vous avez environ 290 hommes, 21 conteneurs et puis 90 véhicules blindés qui ont donc joué un rôle important pour la paix. Mais la réalité aujourd'hui est que la France elle-même, elle a d'autres chantiers, puisque, premièrement, n'oublions pas, c'est une opération qui a coûté 100 millions d'euros, qui paye la note, c'est la France. Et ce sont des mandats différents. Le mandat par rapport à l'opération Sangaris est un mandat différent qui engage directement la France, différent du MINUSCA. Alors, aujourd'hui, la France a d'autres défis. L'opération Sentinelle, à l'intérieur de la France même, pour lutter contre le terrorisme, nécessite 10 000 hommes. Ils n'ont pas encore fini de positionner les 10 000 hommes. Ensuite, il y a l'opération Barkhane dans le désert du Sahel et qui nécessite près de 20 000 hommes, toujours pour la France. Ils n'ont pas fini de positionner les 20 000 hommes. Donc, ils ont besoin de bras pour pouvoir tenir sur les armes, sur d'autres fronts. Et ils ont pris, je crois, quand même un minimum de dispositions que je vois en 4. La première, c'est un retrait progressif et non un retrait subit. Le président centrafricain a été averti ou a été mis au courant par 3 opportunités. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, il y a la base militaire 201 à Douala qui constitue une base d'appui. Douala, vous voyez, la République centrafricaine et le Cameroun sont côte à côte, sont des pays frontaliers. Ensuite, tout ce qui a été engin lourd et d'autres formes d'engins auxquels les forces centrafricaines, les forces loyalistes centrafricaines ont été entraînées à l'utilisation, leur ont été laissés. Et il y a encore des moniteurs français, moniteurs militaires français qui continuent l'encadrement et la formation des soldats loyalistes et républicains. Donc je crois que toutes les dispositions sont prises. En tout cas, lorsqu'on envoie une mission ou une opération sur le terrain,
pour maintien de la paix ou pour désarmement, je crois que le délai normal et raisonnable, c'est de 3 ans. Au-delà, il y a une habituation entre les soldats présents et la population locale et très souvent cela affecte ou impacte négativement les résultats qui pourraient être obtenus. Mais Steve Coton, votre avis sur le reproche qui est fait aujourd'hui à la MINUSCA de ne pas s'occuper de l'application de son mandat en RCA? C'est en tout cas ce qu'estiment plusieurs Centrafricains, c'est en tout cas ce qu'estime aussi la société civile centrafricaine. Non, je pense que si nous posons la question de cette manière, nous pouvons passer à côté du réel problème. Le réel problème qu'il a aujourd'hui en Centrafrique, c'est les groupes d'autodéfense. C'est les groupes d'autodéfense. D'où le problème du désarmement. On ne peut pas désarmer sans le processus de réconciliation. Parce que le processus de réconciliation, ça aboutit à 2 choses. À une reconstruction de ce qu'on appelle l'unité nationale ou bien la cohésion nationale, c'est que regrouper les ethnies, discuter et parler, mais aussi quelque part justice. C'est pourquoi souvent on parle réconciliation, vérité, justice. Il faut qu'il y ait justice. Et ça, cela, à partir du moment où il y a un nouveau président de la République qui a été élu, normalement cela devrait être de sa responsabilité de donner une nouvelle direction à la Centrafrique. Cela va poser quel problème? Cela va poser forcément le problème des moyens. Parce qu'un pays sorti de cette zone de turbulence est naturellement, financièrement affaibli. D'où le leadership du président de la République pour aller chercher des fonds pour pouvoir reconstruire le pays, reconstruire l'unité nationale, reconstruire une justice en laquelle les Centrafricains doivent désormais croire. Et c'est ça les enjeux. Et ce n'est pas à la France, ni encore à l'ONU de faire. Moi, ce que je pense pour ma part, je pense que le retrait de la France, ou bien le désengagement, cette progressive de la France, est une très belle chose pour que l'Union africaine ou une organisation comme le CEMA, l'une d'entre elles doit prendre la relève. Il faut forcément qu'on trouve une solution africaine au problème des groupes d'autodéfense. C'est-à-dire quoi? Qu'on trouve, comme on a trouvé dans d'autres pays, des missions de réconciliation, des personnalités morales, surtout que dans cette zone, ils sont tous des Bantous. Donc on trouve des personnalités morales qui puissent réunir les groupes rebelles. On sait que la Seleka, qui est une rébellion, est un groupe un peu proche du Tchad, donc on peut appeler au secours le président Idriss Déby, qui peut aider à pacifier le pays. Et ça, je pense que c'est aux Africains d'apporter une solution à ce problème. Sinon, le rôle premier de la force, non seulement des Nations Unies en Centrafrique, mais aussi de l'opération Sangaï, c'était au moins d'assurer le processus électoral, c'est-à-dire de doter le Centrafrique d'une institution républicaine, ce qui a été fait. Une nouvelle constitution a été adoptée et normalement cette constitution devait être mise en œuvre. Et donc, comme l'a dit Tachifa, l'habitude d'éterniser les forces de maintien de la paix, ça a toujours été un problème dans les pays respectifs dans lesquels ces forces sont intervenues. Dernière question, M. Tchefa, quoi faire aujourd'hui pour assurer le désarmement? Parce que c'est le nœud même du problème. Les groupuscules détiennent encore des armes, sont lourdement armés, et juste pour sécuriser quelques mètres carrés de terre, on ouvre le feu et il y a des morts, souvent des victimes. Le désarmement partout au monde est un processus très long et très lent. Et souvenez-vous que la République centrafricaine est un pays habitué à la manipulation des armes et à faire face aux factions rebelles. La mission Sangaris est la 7e mission française dans ce pays-là. Et lorsque vous allez à l'aéroport international de Bangui-Mpoko, il y a une base permanente de l'armée française là. Alors, c'est pour vous dire donc que pour aboutir à un désarmement, il faut avoir la patience nécessaire, il faut tout de suite agir sur les défis socio-économiques
il faut faire en sorte que l'éducation pour tous les Centrafricains soit une réalité. Et il faut faire en sorte que le Centrafricain lambda arrive à s'assurer les 3 repas par jour. À ce désarmement, il faut associer la démobilisation et la réinsertion. Partout au monde, c'est comme cela que ça se passe. Aimé Tchefa, merci pour vos précisions. Aimé Tchefa, vous étiez face à Didénou Steve Coton, juriste internationaliste. Merci d'avoir été sur ce plateau. Aimé Tchefa, vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Ce sera tout pour ce numéro de Angle de vue. Merci de rester fidèle à Sika. À suivre un autre point de l'actualité.